Bonjour et bienvenue dans le podcast Paroles d'Histoire animé par André Loez, consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, consacré aussi durant cette période de confinement à des films et à des séries historiques. Aujourd'hui, direction les États-Unis au retour de la guerre du Vietnam, comment les États-Unis ont fait face au traumatisme de cette guerre perdue à travers le film emblématique Rambo First Blood, commenté en compagnie de Marjolaine Boutet. Vous retrouvez toutes les émissions du podcast sur le site paroledhistoire.fr, vous pouvez vous abonner également via iTunes, Spotify, Deezer, Google Podcast, etc. Vous nous retrouvez également sur les réseaux sociaux. Très bonne écoute. Bonjour Marjolaine Boutet. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences à l'Université de Picardie Jules Verne et vos travaux ont porté en particulier sur l'histoire des États-Unis, sur l'histoire des représentations au cinéma, à la télévision, de l'histoire de la guerre et de la guerre du Vietnam en particulier. Et donc, on va parler ensemble d'un film, Rambo, de 1982, le premier d'une trilogie. Peut-être même plus, je crois qu'il y a même un quatrième Rambo qui est sorti plus récemment, et un film peut-être un peu méconnu, parce que si on a en tête les images très guerrières de Rambo 2, Rambo 3, avec des explosions tout le temps et partout, c'est un film peut-être un peu plus singulier qui mérite mieux que la caricature, disons, des Rambo ultérieurs. On peut commencer peut-être par présenter ce film et le résumer un petit peu. Oui, c'est un film effectivement qui a mauvaise réputation à cause des suivants de la trilogie, mais qui lui-même, alors pour le décrire sur le plan esthétique, on est quand même beaucoup plus proche d'un film de cinéma indépendant, d'un film d'auteur que d'un gros blockbuster comme on peut imaginer Rambo 2 et Rambo 3. Oui, on a encore quelque chose de l'esthétique du nouvel Hollywood des années 70. Tout à fait. On est vraiment dans dans ce nouvel Hollywood des années 70, parce que évidemment, Sylvester Stallone, même si on le met pas au même niveau que Scorsese ou Coppola, c'est aussi un Italo-américain qui s'est fait sa place à Hollywood en écrivant lui-même un film qu'il a interprété, et, donc c'est Rocky qui a eu quand même l'Oscar du meilleur film en 1976, il me semble. Donc il fait partie de cette génération, même si après il a fait une carrière grâce à ses muscles, mais c'est aussi un auteur. Et donc Sylvester Stallone se fait sa place à Hollywood en écrivant ses propres scénarios. Rambo, c'est le deuxième opus finalement après Rocky, parce qu'il a énormément travaillé sur le scénario, même si finalement c'est pas vraiment lui qui le signe. Il a aussi beaucoup travaillé avec le réalisateur Ted Kotcheff. Donc finalement Rambo, c'est un film d'auteur quelque part, et dont l'auteur principal et son interprète aussi, Sylvester Stallone. C'est un film qui est relativement simple à résumer. Ça raconte l'histoire du personnage éponyme, John Rambo, vétéran du Vietnam, et le film est centré autour de quelque chose comme 48 heures de sa vie, avec un épisode assez terrible qui va se dérouler. Est-ce qu'on peut le raconter un petit peu ? Oui, alors c'est assez facile. Effectivement, c'est un huis clos à ciel ouvert, si on peut dire. C'est l'histoire de John Rambo qui veut s'installer dans la petite ville bien nommée de Hope, donc Espoir, dans l'État de Washington, et le shérif de la ville ne veut pas de Rambo. Alors, voilà. L'État du Washington, précisons pour celles et ceux qui nous écoutent que ce n'est pas Washington DC, que c'est bien le nord-ouest des États-Unis, avec des paysages très spectaculaires de chutes d'eau, de montagnes. Ouais. On est en pleine nature, c'est une petite ville rurale. C'est ça, on est vraiment dans la forêt, il fait assez gris, il pleut ou il a plu. Pour les plus jeunes, c'est le décor de Twilight. Twilight est aussi tourné dans l'État de Washington. Donc c'est vraiment c'est proche du Canada. Voilà, c'est cet imaginaire-là du très grand Ouest. Et donc voilà, vraiment, Rambo veut s'installer dans cette petite ville parce que il est en errance. Finalement, il cherche à se réinsérer dans la société américaine après donc son expérience vietnamienne, et le shérif de la ville ne veut pas. Et d'ailleurs, l'essentiel de la ville ne veut pas de lui, en fait. Et à partir de là, eh bien, se crée une sorte de chasse à l'homme, de duel, d'affrontement entre l'individu, Rambo,
et la société incarnée par l'infâme shérif Teasle, magnifiquement interprété par Brandon Denis, et ça se termine pas bien. Le point de bascule qui fait que Rambo va véritablement basculer, que le film bascule dans la violence, c'est lorsque Rambo, donc ce vétéran de Vietnam, qui erre sur les routes avec son sac sur le dos, on ne sait pas trop où il va, ce qu'il fait, il dit pas un mot ou presque. Le shérif l'arrête comme vagabond, et puis il subit toutes sortes de mauvais traitements au commissariat de la ville, et en particulier, c'est ça qui va lui déclencher des flashbacks du Vietnam. Et là, à ce moment-là, le film bascule dans la violence. Alors ça, c'est vraiment un passage très intéressant qui s'inscrit aussi d'ailleurs dans toute une représentation du trauma à l'écran depuis quelques années à Hollywood à ce moment-là. Oui, parce que le titre originel du film, donc c'est First Blood, premier sang, et en fait, ce que va finir par expliquer à la fin du film Rambo à son ancien supérieur de l'armée, le lieutenant-colonel, je crois, Troutman, il va lui dire c'est le sergent qui a versé le premier sang, puisque dans cet interrogatoire extrêmement musclé, parce que Rambo est quasi mutique et que le sergent essaye de le faire parler, bref, à un moment, il fait mine de le raser. Là encore, vraiment dans une perspective de on va te rendre propre, on va te rendre civilisé pour que tu puisses t'intégrer à la société et être comme nous. Et d'abord être présenté au juge, parce qu'il y a la perspective de la punition. On ne veut pas de lui, on veut qu'il soit puni. Effectivement, il faut le raser, lui couper les cheveux, on le passe au jet d'eau pour le laver. Ouais. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très brutal envers lui. Et c'est là qu'à ce moment-là, on découvre que ce personnage de vagabond aux yeux un peu vides, en fait, c'est un surhomme du combat. Oui, il est traité comme un animal. Enfin, il y a vraiment quelque chose dans ce Rambo du sauvage. Et on va se rendre compte à la fin du film que finalement c'est un bon sauvage, mais il est défini par son corps. Et effectivement, cette scène de douche forcée, on découvre la musculature de Sylvester Stallone, même si c'est pas encore la musculature bodybuildée des Rambo 2 et 3. Elle est quand même déjà assez impressionnante. On découvre aussi, on le découvre comme animal blessé. Enfin, il y a vraiment une animalisation de Rambo très très forte dans ses premières scènes et puis enfin dans tout le film finalement, puisqu'après quand il s'en va dans la forêt, il vit seul et comme un sauvage, avec tout cet imaginaire qui est aussi un imaginaire lié à la littérature américaine. On pense à Kerouac, on pense à Into the Wild. Il y a tout ça aussi qui est activé dans ce film. Donc c'est très C'est fort. comme Et donc, un taureau, mais qui aurait eu une formation chez les bérets verts quand même. oui, alors ça, mais ça on le découvre ensuite finalement, parce que dans cette première scène, quand il est on va dire dans la civilisation ou dans l'institution, qui est la police, et il va échapper au système judiciaire, mais c'est vraiment cette tentative de faire rentrer l'individu dans les institutions et qui est présentée comme une violence insupportable par Rambo, parce que ça réactive son souvenir de ce que une autre institution lui a fait, c'est-à-dire l'armée, et de la violence qu'a été la guerre, non pas tant le combat, que là encore la domestication du corps et les règles bureaucratiques absurdes, etc. etc. Et donc il y a tout ça qui se joue dans ce premier affrontement donc à l'intérieur entre Teasle et Rambo. Et donc, en essayant de le raser, il blesse Rambo, ou en tout cas la menace est là, et donc Rambo s'empare du rasoir, puis des armes, etc., et arrive à s'échapper. Et en retrouvant en fait la forêt, la nature, on le voit aussi qu'au départ, il commence par se calmer, parce qu'il est loin des hommes, parce qu'il se retrouve avec lui-même et qu'il se retrouve capable de vivre finalement et de survivre, de préparer sa défense dans la forêt contre, encore une fois, une menace qui là vient de la ville, avec
voilà, encore une fois, la police, les voitures, les hélicoptères, tout ça qui rappelle la guerre, mais qui est encore une fois une guerre d'une collectivité, d'une société, d'une communauté, comme ils disent en anglais, contre l'individu. Avec toute une série de paradoxes autour de cet individu, puisqu'il est à la fois extrêmement courageux, dur au mal, et puis effrayé. Il y a son visage pendant toute cette traque qui est la partie centrale du film, son visage qui exprime une forme de panique à l'idée d'être rattrapé. Il est à la fois vulnérable parce que ce trauma l'imprègne et finalement on comprend que c'est quelqu'un qui pourrait être assez pacifique dans d'autres circonstances, mais vulnérable et en même temps très dangereux, et beaucoup de dialogues du film expliquent à quel point c'est une machine à tuer, à quel point il est dangereux. Les hommes du shérif n'en ressortiront pas vivants s'ils osent l'affronter, etc. Donc il y a une tension permanente dans l'identité de ce Rambo entre finalement deux facettes. Celui qui pourrait retrouver une forme de normalité apaisée, et puis celui qui est irrémédiablement marqué par la guerre. Oui, et c'est là que l'interprétation de Stallone change en fait toute la signification de l'histoire originale, parce que dans le roman qui date du début des années 70, Rambo, c'est effectivement le danger, la menace, cet ancien combattant qui a appris à tuer et qui peut donc potentiellement de nouveau tuer et menacer la société américaine. Là, avec l'interprétation de Stallone et la réalisation de Kotcheff qui effectivement fait des gros plans sur lui, sur son corps et sur son regard aux abois, on est beaucoup plus en empathie avec lui qu'avec la police qu'on entend toujours de loin, où il y a beaucoup de bruit, qui en tout cas est aussi violente, mais une violence qu'on ne comprend pas, alors que celle de Stallone, on finit par la comprendre et l'admirer aussi, parce qu'il y a ce côté, encore une fois, sauvage. Il a ce bandeau rouge qui va devenir donc, le symbole de Rambo, mais qui est aussi quelque chose d'un peu sauvage, d'un peu rebelle, d'un peu réfractaire. Ce corps qui est sale, qui est transpirant, mais qui est musclé, qui est viril. Donc il y a vraiment quelque chose qui se joue là-dedans, notamment en opposition aussi au corps du sergent Teasle, qui lui est le bureaucrate, il est en surpoids, il est pas très, il est beaucoup moins virilisé que Rambo. Donc il y a tout cela qui se joue pour revenir à l'affrontement final, mais je trouve que finalement, avec ce passage dans la forêt, oui, il fait peur, mais en même temps, il fait aussi très, très enfantin, où il évoque Vendredi dans Robinson. Enfin, il y a vraiment ce côté que finalement, s'il est violent, c'est pas de sa faute. Et alors ça, c'est d'ailleurs quelque chose que Stallone a semble-t-il, d'après ce que j'ai lu, fait modifier entre le roman et l'adaptation au cinéma, puisque le personnage de roman donc de l'auteur, c'est Morel, en 1972, est un personnage violent qui tue. Et là, autant que possible, les gens qu'affronte Rambo, soit ils meurent par accident, soit ils ne meurent pas, il les épargne, il montre qu'il pourrait les tuer mais qu'il ne les tue pas. Autrement dit, il est toujours en deçà. Cette violence, elle est latente, mais il se restreint un petit peu avant de l'exercer, de manière à montrer que c'est qu'en dernier recours, finalement, qui deviendra violent. Et est-ce que c'est pas une manière aussi de montrer que ces anciens combattants que la société américaine rejette, comme le shérif la rejette, finalement, ils sont moins dangereux qu'on ne l'a dit, qu'on ne l'a pensé. Et alors ça nous ramène finalement au contexte de ce film, du début des années 80. Avant ce film Rambo, la plupart des anciens combattants du Vietnam montrés au cinéma, ce sont des dangers, des terreurs. C'est le chauffeur de taxi joué par De Niro dans le film de Martin Scorsese. Autrement dit, des gens que la guerre a rendus pathologiquement violents. Ici, cette violence, elle est là, mais il y a quand même une inflexion dans la manière de la suggérer. Mais il y a surtout une ligne morale très forte chez Rambo entre le bien et le mal. Et je crois que c'est vraiment ça le cœur de l'affrontement entre lui et le sergent Teasle. C'est que le sergent Teasle, finalement, il a la justice, disons juridique, la justice des hommes avec lui, parce qu'il veut que Rambo respecte la loi
du lieu dans lequel il veut s'installer, alors que Rambo, lui, répond à une loi qui est une loi religieuse. Hein. C'est vraiment le bien et le mal tel que les Américains se le représentent. Et effectivement, tu ne tueras point, sauf si tu y es obligé, ou si en face de toi, tu as quelqu'un de très, très méchant. Il l'applique complètement, et ça va devenir d'ailleurs un cliché des films d'action des années 80 ou 90, où très souvent, on ne voit pas le héros tué à main nue, où le héros, en général, il prend les méchants et il les étrangle pour leur faire perdre connaissance et les rendre inoffensifs pendant quelques instants, mais il ne va pas jusqu'à les tuer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve énormément dans les films d'action des années 80-90. Je ne pense pas que ce soit inventé dans Rambo, mais il y a vraiment cette idée de rendre le personnage sympathique aux yeux des téléspectateurs, parce que c'est pas un tueur. Ce personnage sympathique, il s'oppose donc quand même à toute une série d'autres personnages de films précédents ou de l'ambiance générale de la représentation de la guerre du Vietnam à l'époque. C'est d'ailleurs quelque chose qui est mentionné à la fin du film. On va écouter peut-être ce monologue célèbre de Rambo dans la version française où Sylvester Stallone est doublé par Alain Dorval, et qui explique à quel point, eh bien, en tant que vétéran de la guerre, il est rejeté. On ne veut pas de lui, alors qu'on lui avait demandé de participer à une guerre à laquelle finalement il ne voulait pas participer ou qui n'était pas forcément la sienne. Je vous propose d'écouter cet extrait qu'on va peut-être commenter ensemble ensuite. C'est terminé, Johnny. C'est terminé! Rien n'est terminé! Rien! Tout continue à cause de vous! C'était pas ma guerre! C'est vous qui m'avez appelé, pas moi! J'ai fait ce qu'il fallait pour gagner, mais on n'a pas voulu nous laisser gagner. Et je suis revenu dans le monde. J'ai vu ces larves m'attendre à l'aéroport, me conspuer comme un criminel. Ils m'ont traité de toutes les saloperies, ils m'ont appelé le boucher. Mais qui sont-ils pour me faire des reproches, hein? Qui sont-ils? Est-ce qu'ils étaient à ma place en pleine jungle? Ils nous jugent sa faute quand ils parlent. C'est un moment dur pour tout le monde, Rambo. Tout ça, c'est du passé maintenant. Pour vous! Pour moi, la vie civile, c'est rien. Au combat, on avait un code d'honneur. Tu couvres mes arrières, je couvre les tiens. Mais ici, il n'y a plus rien. Le personnage de Rambo n'a pratiquement pas dit un mot pendant tout le film, et puis là, tout d'un coup, un déversement verbal face à son ancien supérieur pour expliquer la situation dans laquelle il est, pour expliquer ce combat qu'il mène et ce fait qu'en tant que vétéran, il a été mal accepté, mal admis par la société américaine, rejeté à son arrivée à l'aéroport. C'est un monologue extrêmement important qui résume finalement les thèmes de ce film. Oui, c'est vraiment une scène d'autant plus forte que tu l'as très bien dit, Rambo ne parle quasiment pas dans le reste du film. Il est muré dans son silence, et c'est aussi ce qui explique le déchaînement de la violence des policiers contre lui, parce qu'il est vraiment en refus de tout. Et là, face donc à son ancien officier supérieur, il déverse tout. Et effectivement, c'est un flot de paroles, mais aussi d'émotions. Parce que ce qui est très troublant dans cette scène, c'est qu'on voit donc ce combattant qu'on a vu, qui a été vraiment capable de tenir tête à toute une ville, donc un soldat extrêmement capable, efficace, et qui d'un coup se brise et pleure là encore comme un enfant. Il est vraiment en position fétale, il pleure, mais il s'étouffe quasiment dans ses larmes, tout en exprimant pour la première fois et d'un coup tout son traumatisme, et qui est le traumatisme finalement de toute une génération, et c'est ce qui explique le succès du film, de cette génération donc de ces anciens combattants du Vietnam qui sont rentrés seuls au pays, puisque donc la guerre du Vietnam a été une guerre qui a été menée par les soldats à titre individuel, c'est-à-dire qu'ils partaient à une date donnée et qui revenaient un an plus tard exactement par des vols commerciaux, alors que pour les guerres de Corée et évidemment les deux guerres mondiales, c'était les patrouilles voire les compagnies, les régiments qui partaient tous ensemble.
et dont les survivants revenaient, mais revenaient tous ensemble aussi, avec les accueils, les parades qui leur sont dues, etc. Là, et ça va être quelque chose qu'on va retrouver dans les séries américaines notamment, ils reviennent seuls à l'aéroport avec pas forcément des gens pour les attendre, puisque là encore, la spécificité de la guerre du Vietnam par rapport aux guerres précédentes menées par les États-Unis, c'est que c'est une guerre qui, du fait du système de conscription américain, va envoyer en priorité se battre des jeunes gens qui sont déjà désocialisés, qui appartiennent déjà aux classes populaires, qui n'ont pas fini le lycée et qui sont déjà en marge de la société et qui finalement, et dont l'expérience de guerre ne va qu'accroître ces stigmates sociaux et leur difficulté à se réinsérer dans la société. Et c'est vraiment ce que représente Rambo, c'est que effectivement, il a mené une guerre qui n'est pas la sienne. Il le dit, il l'a fait pour son pays. Et son pays n'a aucune reconnaissance envers son sacrifice. Donc il y a vraiment ce retournement de la situation du soldat et de l'ancien combattant, notamment par rapport à la Greatest Generation d'après la Seconde Guerre mondiale, qui avait été très choyée par la société grâce au GI Bill, qui leur a permis de faire des études, d'accéder à la propriété, etc. Les anciens combattants du Vietnam n'ont pas tout ça. On est en plus, dans les années 70, à un moment de crise économique et de crise industrielle extrêmement profonde aux États-Unis, qui fait qu'ils sont encore moins employables qu'ils ne l'étaient avant de partir. Avec la perte de confiance dans les institutions liées au Watergate, qui est évidemment dans ces années finales de la guerre du Vietnam, et avec aussi la critique politique et morale envers les anciens combattants, puisqu'il y a un passage qui n'est pas rendu dans la VF qu'on vient d'entendre, c'est les gens à l'aéroport qui l'ont accueilli en le traitant de baby killer. Alors dans la version française, ça ne passe pas exactement, mais ici, en anglais, on a l'écho évidemment du massacre de My Lai, des atrocités commises et dénoncées par les pacifistes au moment de la guerre du Vietnam. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est renvoyé à ces anciens combattants de manière très violente, en tout cas que certains peuvent éprouver de manière très violente, qui contribue aussi à les stigmatiser ou à les mettre à l'écart de la société. Oui, et c'est là que le film amorce en fait, ou en tout cas est le symbole de ce retournement néoconservateur de la mémoire du Vietnam dans les années 80, c'est-à-dire que dans les années 80, pour réhabiliter précisément ces figures d'anciens combattants du Vietnam et donc de l'armée des États-Unis et donc du rôle des États-Unis dans le monde, eh bien on va faire des méchants, enfin les méchants de l'histoire vont devenir les pacifistes, ceux qui se sont opposés à la guerre, ceux qui ont traité les soldats de tueurs d'enfants, ceux qui ont manifesté contre la guerre du Vietnam et qui deviennent les mauvais Américains. Et c'est vraiment ce discours-là qu'on entend pour la première fois dans Rambo, donc au cinéma, mais qui est déjà le discours de Reagan depuis sa campagne de 1980 et qui est vraiment à l'œuvre dans toutes les années 70 et qui va triompher dans les années 80. Donc cette critique des opposants de la guerre du Vietnam et de toute cette révolution culturelle des années 60 et du début des années 70. Et là encore, Rambo est une ode à la virilité traditionnelle, musclée, un peu bas du front et qui s'exprime par la violence. Et là encore, c'est une réaction par rapport à l'essor du féminisme dans les années 70. Et c'est ce que l'historienne Susan Jeffords a très bien montré dans un ouvrage qui s'appelle donc The Remasculinization of America, donc la remasculinisation de l'Amérique, où elle montre qu'en fait la société américaine a géré son traumatisme vietnamien aussi en réhabilitant la virilité, la masculinité à travers Sylvester Stallone, Chuck Norris, Arnold Schwarzenegger, etc. Et en rejetant une grande partie des avancées de la révolution culturelle des années 60 et 70, en particulier le féminisme et la révolution sexuelle, associée aussi au pacifisme et à cette génération des baby-boomers
qu'on représente comme privilégiés et ingrats vis-à-vis des sacrifices des classes populaires et de leurs parents. Ingrat, ça va presque, dans l'extrait qu'on a entendu, jusqu'à une accusation qu'on a connue formulée sous d'autres termes, par exemple dans l'Allemagne des années 20, c'est l'idée du coup de poignard dans le dos, l'idée finalement que la guerre était gagnable si la société américaine avait été plus unie, si on n'avait pas été trahi par l'arrière en quelque sorte. Il y a quelque chose aussi de cet ordre-là qui passe dans Rambo, qui va être amplifié dans les années ultérieures, dans Rambo 2 notamment, dans d'autres œuvres, cette idée que finalement on aurait pu gagner cette guerre, ou cette guerre était gagnable, et que d'ailleurs s'il y avait eu plus d'hommes comme Rambo entraînés à tuer et moins lâchés par l'arrière, finalement, l'issue aurait pu être différente. Alors, c'est plus que ça. C'est effectivement la division de la société américaine, c'est mal, et c'est le compromis auquel on va arriver à la fin des années 80. Mais vraiment, au début de ces années 80, la révolution néoconservatrice, en fait, elle dit quoi ? Elle dit surtout qu'il faut, et c'est la conséquence du Watergate notamment, mais elle dit surtout qu'il ne faut pas faire confiance aux institutions. Et c'est pour ça que quand je racontais le film, c'était vraiment l'individu contre l'institution, parce que c'est un film avec un sous-texte néoconservateur très fort. Si on fait confiance aux soldats, si on fait confiance à l'individu, effectivement, il est capable de remporter la victoire. Et il va le prouver dans Rambo 2 et 3. Mais il y a plein d'autres films dans le même acabit. Ce qui est mauvais, c'est l'institution, c'est la bureaucratie, ce sont les institutions en général, l'État en particulier, mais pas que. Et c'est vraiment, c'est le discours aussi de Reagan lui-même, moins d'État, moins d'impôts, faire confiance aux individus, aux valeurs traditionnelles, à la morale chrétienne, à la capacité aussi des Américains de faire légitime défense et de s'armer. Mais il y a vraiment ce retour à des valeurs conservatrices, par méfiance vis-à-vis du collectif et des institutions qui ont énormément déçu dans les années 70. Est-ce qu'on peut dire un mot de la réception du film ? C'est un film qui a eu un certain succès, pas gigantesque, c'était le 13e plus grand succès du box-office en 1982, qui a été accueilli malgré tout favorablement. Quand on regarde le film, on a parfois un peu de mal à se dire que l'accueil était favorable quand on voit cet homme des bois attaquer finalement des représentants de la loi, de la justice, un shérif dans une petite ville tranquille. On se dit que il y avait quelque chose qui pouvait heurter. Pourtant, c'est quand même un film qui a reçu un accueil, qui a trouvé son public. Mais je pense que oui, parce que ça faisait écho, cette souffrance. D'abord, il y a la popularité de Sylvester Stallone à l'époque. C'est quand même Rocky, et on va voir Stallone, on va voir un film de Stallone. Mais au-delà de ça, je pense que ça faisait vraiment écho à ce basculement qui était en train de s'opérer dans la mémoire de la guerre du Vietnam aux États-Unis, et le fait que désormais la société était prête à accueillir de nouveau ces anciens combattants en son sein, et ça a été ce type de discours a été préparé aussi par les séries télé, et en particulier par Magnum, qui est diffusé à la télévision américaine depuis 1980 et qui est regardé par plus de 20 millions d'Américains. Donc c'est une influence bien supérieure à un film comme Rambo, qui même 13e au box-office n'aura pas été vu par autant de gens que Magnum. Magnum, là encore, c'est un ancien combattant du Vietnam qui sort de la guerre, certes traumatisé, mais avec des valeurs, et en particulier des valeurs morales, individuelles, de différence entre le bien et le mal, de solidarité, d'amitié, qui lui permettent de soigner une société qui est présentée dans Magnum comme une société malade de l'hédonisme des années 60 et 70. Et donc, on est là encore... Société hawaïenne, avec en plus ce caractère mélangé de la société hawaïenne, à mi-chemin entre l'Asie et l'Amérique, et du coup qui rappelle évidemment par certains côtés le Vietnam, donc qui permet d'inscrire encore un peu plus le personnage de Magnum, à la fois dans un présent loin du Vietnam, mais aussi dans un passé proche qui fait allusion.
Oui, il y a il y a à la fois une très forte communauté asiatique, alors qui vient d'un peu partout en Asie, à Hawaï, mais effectivement, elle est là. Et pour les Américains, ce sont des Asiatiques, ils ne font pas de différence forcément. Il y a aussi la base militaire mythique de Pearl Harbor, qui est juste à côté. Donc, évidemment, comme Magnum est un ancien Marines, même des forces spéciales, des commandos Marines, il y a énormément de ces anciens collègues qui viennent lui présenter des affaires et remuer le passé vietnamien. Puis c'est aussi une plaque tournante de la drogue, parce que dans les années 80, là encore, on remobilise la société, mais contre un ennemi qui est cette fois-ci le trafiquant de drogue, et non plus le vietnamien. Mais dans Magnum, c'est très simple, parce que les communistes sont aussi asiatiques et sont aussi trafiquants de drogue. Donc ça permet de tout ça dans le même paquet, et de réactiver un discours de guerre froide. Pour revenir au contexte de Rambo, Rambo, oui, c'est 82-83. C'est le moment aussi où le mémorial à la guerre du Vietnam est construit à Washington. Donc cette le mur des noms. Ouais, le mur des noms, donc ce mur noir qui fait effet miroir, hein, c'est un mur noir qui s'enfonce littéralement dans la terre, et sur lequel sont gravés en blanc les noms des victimes. Et donc, quand on longe ce mur pour lire le nom des victimes, on descend, puis on remonte, et vraiment avec cette matérialisation de l'escalade de la violence, et du fait qu'il y a eu énormément de morts au milieu de la guerre, en gros en 67-68, et puis qu'ensuite on va vers la sortie de guerre, tout en et c'est un mur aussi qui est un mur miroir. Donc, quand on lit le nom des victimes, on se voit soi-même, et on voit les gens qui sont autour de nous en train de lire les victimes. Donc, c'est vraiment une expérience très, très forte, qui a été, là encore, très mal reçue par beaucoup de familles d'anciens combattants, parce que ça ne correspondait pas aux monuments aux anciens combattants auxquels on est habitué. Et donc, en 1984, et vraiment, encore une fois, c'est la transition. En 1984, on va construire à côté de ce mur une statue beaucoup plus traditionnelle, avec 3 anciens combattants du Vietnam, un noir et 2 blancs, qui sortent du combat, fatigués, mais néanmoins qui regardent vers l'avenir. Et tout ça correspond davantage à l'image que les Américains ont alors envie de garder de la guerre du Vietnam, comme une épreuve pour le peuple américain, dont il est sorti, malgré tout, grandi, et prêt à de nouveau en découdre avec les forces du mal. Un noir et 2 blancs, c'est la configuration de Magnum et de ses 2 copains anciens du Vietnam comme lui, dont l'un pilote un hélicoptère. En revanche, c'est pas la configuration de Rambo, puisque Rambo est seul, et l'un des éléments du film aussi, c'est de montrer cet isolement. On en a déjà un petit peu parlé. Il y a une scène qu'on n'a pas commentée, c'est au tout début du film, lorsque Rambo cherche à retrouver l'un des membres de son escouade, et puis apprend qu'il est mort, mais qu'il est mort, c'est une mort indirecte liée au Vietnam, puisqu'il a été il est mort d'un cancer, c'est l'agent orange, donc le défoliant chimique qui l'a empoisonné. Et donc c'est un Africain-américain, donc ça accentue aussi ces thèmes de la solitude, et puis d'une guerre qui ronge la société américaine, qui ronge la solidarité qui existait entre ces hommes au combat, qui les laisse plus isolés que jamais quand ils reviennent. Oui, puis ça les pose en victimes et en martyrs, et ça, c'est vraiment le changement des années 80. En victimes donc de l'agent orange, qui a été donc utilisé, là encore, par l'armée en tant qu'institution, aux dépens des individus soldats et de leur santé. Donc, et ça fait écho au procès qui commençait alors à peine contre justement l'agent orange, et pour la reconnaissance des souffrances des soldats. Et puis ça fait aussi écho au problème au défaut de prise en charge
sur le plan de la santé de ces anciens combattants par l'administration donc des anciens combattants, le Viet Vet Association, qui est un ministère fédéral aux États-Unis et qui, dans les années 70, manque cruellement d'argent et n'a pas les moyens de soigner dignement ces anciens qui sont issus de milieux pauvres et qui, là encore, n'ont pas accès aux soins auxquels peuvent prétendre les plus riches. Et donc, c'est effectivement, dans la première et la dernière scène, sont vraiment très politiques. Au milieu, c'est de l'action et c'est du divertissement, mais il y a quand même, un propos politique fort qu'on ne retrouvera plus dans les Rambo 2 et 3, mais qui font, à mon sens, de Rambo un film d'auteur. Rambo 3, au passage, intéressant sans doute, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, mais intéressant sans doute à revoir post-11 septembre, puisqu'évidemment, c'est Rambo qui combat avec les Moudjahidines contre les Soviétiques, ce qui fait évidemment un drôle d'effet après 2001, sans doute, si on revoit le film. Pour revenir donc à Rambo, et puis aussi à cette mise en mémoire du Vietnam du côté américain, ce mur miroir des 50 000 morts, ce sont 50 000 morts américains. Rambo, c'est un vétéran américain, que ce soit dans Apocalypse Now, dans Magnum, on est du côté américain. Il y a très peu de Vietnamiens. À la limite, quand ils sont là, c'est peut-être dans The Deer Hunter de Cimino, c'est sous la forme de tortionnaires vietnamiens, mais en tout cas, la dimension vietnamienne du conflit, elle est finalement très peu présente. À quel moment est-ce que ça change, ça ? À quel moment est-ce qu'il y a une prise en compte, finalement, de l'autre dans la guerre ? Je vais dire, ça n'a jamais vraiment changé. Oliver Stone a fait un film, oui, à la fin des années 90, Entre la terre et le ciel, où il y a un peu des Vietnamiens, mais on est quand même au niveau des représentations, vraiment dans l'imaginaire du western, avec des Vietnamiens qui n'existent pas ou qui n'existent qu'en relation avec l'homme blanc. C'est si on a eu une petite amie vietnamienne, dans ce cas-là, elle existe. Si on va chercher un enfant métis pour le ramener, bien sûr, aux États-Unis, dans ce cas-là, ils existent. Mais vraiment, très vite. Et même dans le mouvement de protestation contre la guerre du Vietnam, à la fin des années 60, quand le mouvement devient véritablement massif, à partir du moment où les mots d'ordre sont des mots d'ordre américains, de protéger our boys, donc nos gamins, de ne pas les envoyer au Vietnam, parce que la mobilisation universitaire du milieu des années 60 sur le fait que c'était une guerre injuste, qu'il fallait laisser les Vietnamiens s'autodéterminer, etc., c'était quand même un discours qui passait au-dessus des préoccupations de la grande majorité de la population américaine. Donc c'est aussi leur perception d'eux-mêmes, de leur rôle dans le monde et dans la guerre froide comme après. Et on parlait tout à l'heure de l'Afghanistan, mais c'est la cause de leur échec au Vietnam et c'est la cause de leur échec actuel en Afghanistan et en Irak. C'est cette absence de prise en compte de l'autre, justement. L'autre n'est pris en compte que s'il peut potentiellement devenir américain et adopter les valeurs américaines. Sinon, je vois un film qui a un léger pas de côté par rapport à ça, c'est le Good Morning Vietnam de Levinson en 87, avec à la fois une forme de vrai intérêt du personnage principal pour une femme vietnamienne et sa famille, et il essaie d'apprendre un peu le vietnamien, mais en même temps, il retrouve quand même très vite le rôle du maître d'école, et il faut leur apprendre l'anglais à ces gens-là. Donc, il y a un pas de plus, disons, que dans beaucoup d'autres films, mais on retombe assez vite sur les bases de ce schéma. On est dans la comédie romantique, dans Good Morning Vietnam, oui, elle est vietnamienne, mais elle pourrait être française, italienne, c'est vraiment encore une fois cette présentation de l'américain comme celui qui amène la civilisation, l'espoir d'avenir. C'est exactement la même chose dans John Wayne,
Les Bérets Verts, un film de 68 qui est un nanar absolu, où là encore, ça se termine à la fin du film avec John Wayne qui tient un petit enfant vietnamien qui doit avoir une dizaine d'années sur fond de soleil couchant et qui lui dit cette guerre on l'amène pour toi, pour t'offrir un avenir meilleur, etc. Enfin, on est vraiment dans le grand frère blanc qui vient civiliser l'humanité, et c'est encore un discours qu'on retrouve même dans Lettres d'Iwo Jima de Clint Eastwood, où finalement le seul japonais qui s'en sort, c'est celui qui a déjà intégré les valeurs américaines que MacArthur va leur faire entrer dans la tête après la guerre, c'est-à-dire qui se concentre sur sa femme, le foyer, son enfant à venir, et qui veut un avenir meilleur, donc qui est finalement déjà américain. Donc voilà, c'est effectivement il y a quelques personnages asiatiques, mais qui sont pas représentés en tant que tels, qui sont présentés en tant que futurs citoyens américains. Merci pour tous ces éclairages. Je signale, pour ceux et celles que ça intéresse, que la semaine prochaine, il y aura une émission du podcast qui portera sur le comic et la série Watchmen, et vous pourrez découvrir une chronologie alternative où le Vietnam devient le 51e État des États-Unis, avec donc un univers tout à fait différent et très intéressant à analyser, on en parlera. Est-ce que vous pouvez peut-être donner des conseils de lecture à ceux et celles qui voudraient prolonger un petit peu la discussion d'aujourd'hui, soit sur le Vietnam, soit sur un peu les représentations filmées de cette histoire américaine? On mettra évidemment vos travaux en référence sur le site Parole d'Histoire. Alors sur le Vietnam, moi j'ai beaucoup de recommandations, mais en anglais. Alors l'ouvrage de Susan J. Forbes dont j'ai déjà parlé, The Remasculinization of America. Aussi sur les représentations du Vietnam, il y a deux ouvrages, là aussi en anglais. Il y en a un qui s'appelle Inventing Vietnam et l'autre qui s'appelle From Hanoi to Hollywood. Je pourrais donner les références exactes en lien. Sur le cinéma et l'histoire, évidemment, Marc Ferro, cinéma et l'histoire, qui reste un classique au niveau de la méthode et de l'intérêt du film pour l'historien. Si je peux rajouter un conseil en français, justement sur le basculement idéologique des États-Unis en 70-80, et sur le mouvement néoconservateur, il y a la thèse de Justin Weiss sur le mouvement néoconservateur qui est extrêmement intéressante parce que justement ça retrace les origines du mouvement conservateur dans la guerre du Vietnam et notamment dans le parti démocrate. Et en fait, il retrace ces itinéraires de démocrates qui sont devenus néoconservateurs, qui sont passés chez les républicains au cours des années 70, et c'est passionnant justement sur l'histoire des idées. Ça va à l'encontre de cette vision qu'on a souvent de France des néoconservateurs comme uniquement des types de droite, voilà, et que ça vient aussi de la gauche, et que cette nouvelle droite américaine, elle a une histoire tout à fait passionnante. Merci beaucoup Marjolaine Boutet pour ces éclairages et ces conseils, donc des livres à consulter, on l'espère, après le confinement qui devrait prendre fin un jour. Merci à vous et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.